Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 20e étape du Tour de France, Nantua-Pontarlier. 184 km pour 3000 mètres de dénivelé positif était au programme et nous avions là la dernière chance des baroudeurs sur ce Tour de France. Le parcours était trop facile pour que les favoris s'expliquent et trop dur pour que les sprinters se disputent la gagne. Charge était donc aux punchers et aux rouleurs de se glisser à l'avant en sachant que le peloton allait très certainement les laisser filer une fois que l'échappée se serait formée. Comme toujours sur ces étapes de transition, le départ est extrêmement rapide, tout le monde veut intégrer l'échappée. Encore une fois, c'est la dernière chance des baroudeurs et il va falloir près de 2 heures de course pour voir la bonne échappée se dessiner. Sur ces 2 premières heures de course, bien évidemment, les sprinters et bon nombre de coureurs vont dévisser dans les 2 premières côtes de la journée pour finir en mode gruppetto. Et c'est seulement avant le sprint intermédiaire au kilomètre 72 que 13 hommes vont pouvoir prendre de l'avance sur un petit peloton maillot jaune. On va retrouver à l'avant du Wellens, du Jorgenson, du Caden-Groves ou encore du Romain Grégoire. Mais la grande attraction de cette échappée, ça aura été Jordan Gégat, le 11e du général ce matin, parce que le coureur français s'est fait sacrément pourrir par ses compagnons de fuite. J'y reviendrai dans le débrief, mais la raison était toute con. Jordan Gégat était ce matin à 4 minutes de la 10e place du général de Ben O'Connor, et en conséquence, le coureur français représentait une menace pour le top 10 du coureur australien, qui aura donc fait rouler son équipe, je veux dire son homme plutôt, Jayco, derrière l'échappée. Voilà donc pourquoi certains membres de l'échappée auront essayé d'intimider Jordan Gégat. Bref, tout ça aura été sans succès. Jordan Gégat a insisté et vous le verrez, il aura très bien fait d'insister. Encore une fois, on s'en reparle après. À 100 km de l'arrivée, le peloton est pointé à 2 minutes des 13 hommes de tête. Derrière, comme je vous le disais, Jayco fait rouler son seul homme au soutien de Ben O'Connor, Mauro Schmid, et au pied de la côte de Thésy, à 66 km de l'arrivée, l'écart entre l'échappée et le peloton est de 2 minutes 30. Je vous parle de la côte de Thésy parce que c'était là, pour moi, le moment décisif de la journée. Dans cette côte, soit l'échappée faisait basculer l'écart au-delà des 3 minutes et pouvait entrevoir la victoire d'étape à Pontarlier, soit le peloton se rapprochait à 2 minutes. Et là, ce n'était pas encore perdu pour les gars du peloton quant à la victoire d'étape et pour Ben O'Connor quant au classement général. Dans la côte de Thésy, justement, Jordan Gégat va accélérer en tête de course et sur le sommet, le Français va basculer en compagnie d'Harry Sweeney avec 20 petites secondes d'avance sur le reste de l'échappée. Dans le peloton, ça va également s'exciter. Plusieurs hommes vont basculer en contre à 2 minutes 30 de l'échappée. Ce contre, je vais l'appeler le groupe Van Aert, je vous mets les noms ici. Mais bon, vous allez le voir très vite, ce mouvement de course aura été anecdotique. Le peloton va lui basculer à 3 minutes 30 de l'échappée. Donc, à ce moment-là, pour la victoire d'étape, ça sent très bon pour l'échappée. Et pour le top 10, ça commence à sentir bon pour Jordan Gégat et à sentir mauvais pour Ben O'Connor, qui n'a plus d'équipier employé, hormis Mauro Schmid, qui s'arrache pour rester au contact de son leader. Après le sommet, Harry Sweeney se défait de Jordan Gégat qui retourne dans le groupe de chasse. Et là, l'Australien est maintenant dans une position délicate. Il reste 60 bornes à parcourir et il faut tenir 12 hommes en respect. Bon courage. Bon, je dis bon courage, mais en fait, Harry Sweeney fait quand même un sacré numéro en tête de course. Et à 40 km de l'arrivée, il a désormais une avance de 50 secondes sur le groupe Gégat, de 4 minutes sur le groupe Van Aert et de 5 minutes 30 sur le groupe Maillot Jaune. Impressionnant Harry Sweeney. Dans cette fin de course, les coureurs sont à nouveau sous le déluge. Et là, petite image de derrière dans le peloton, c'est Ben O'Connor himself, 10e du général, qui roule pour défendre sa position. Faut le reconnaître, à 13 contre 1, ça va être très chaud maintenant de rester dans les 10. J'y reviendrai après, encore une fois, mais peut-être qu'il aurait été plus intéressant pour Ben O'Connor de ne pas lâcher la roue de Jordan Gégat aujourd'hui que de chasser à distance derrière contre une échappée qui roulait avec beaucoup plus d'hommes. Tout simplement. Je reviens au résumé. À 35 km de l'arrivée, le groupe de chasse se scinde en deux derrière Harry Sweeney. Et à 26 km de l'arrivée, au pied de la dernière difficulté du jour, la côte de Longeville, c'est regroupement général à l'avant. Le malheureux Harry Sweeney est croqué et 9 hommes ouvrent désormais la route. Ne manque à l'avant que Jorgenson, Wellens et Kostju qui se sont enterrés derrière.
Dans la bosse de Longeville, c'est l'explication physique en tête de course, mais personne n'est en mesure de forcer la décision et sur le sommet, ne va rester à l'avant que 6 coureurs. Caden-Groves, Simone Velasco, Ivan Romeo, Jake Stewart, Frank Vandenbroek et Romain Grégoire. Ces 6 coureurs n'arrivent pas à faire la différence les uns vis-à-vis des autres et à 21 km 500 de la ligne dans une partie descendante et en dévers, eh bien c'est le parcours et la pluie qui vont se charger de forcer la décision à l'avant. Ivan Romeo et Romain Grégoire vont au sol, l'échappée part à la faute et à 20 km de l'arrivée, ne reste plus que 3 hommes en tête de course. Caden-Groves, Frank Vandenbroek et Jake Stewart. L'échappée étant 1000 morceaux, c'est le chaos le plus total et à 16 km 500, dernier mouvement de course capital à l'avant, Caden-Groves profite enfin d'un marquage entre Jake Stewart et Frank Vandenbroek pour s'envoler. L'Australien est impeccable aujourd'hui, il est costaud, il est prudent et dans les derniers kilomètres, il parvient à contenir le retour de Frank Vandenbroek pour venir s'imposer pour la première fois de sa carrière sur les routes du Tour. Énorme, bravo Caden-Groves. Frank Vandenbroek est deuxième, Pascal Encorn troisième, puis derrière ça aura été regroupement général dans le final et Simone Velasco vient régler Romain Grégoire, Jake Stewart, Jordan Gégat, Tim Wellens, Matteo Jorgensen et Harry Sweeney. Matteo Trentin est 11, Ewen Kostiou 12, et je veux avoir un petit mot pour le dernier membre de l'échappée, Ivan Romeo, dont je ne sais pas au moment où je tourne la vidéo s'il a pu terminer l'étape après sa grosse chute à 21 km de l'arrivée. J'espère que ça va pour l'Espagnol, qu'il va pouvoir terminer le Tour. Il est talentueux, il est jeune, c'est son premier Tour de France. Je pense très sincèrement qu'il aura d'autres très grandes occasions, bien sûr, de s'imposer sur les routes du Tour. Voilà, pour le peloton, c'est arrivé plus loin et sans plus d'accro que cela. Il y a une petite chute dans le final quand même, mais l'info de la journée, ça reste que Ben O'Connor a au final abandonné la poursuite de Jordan Gégat. Venons-y. Au général, ça ne bouge pas dans les 9, et même en vérité, ça ne devait pas bouger de la journée. Et pourtant, avec son insistance et sa volonté à toute épreuve, Jordan Gégat est ce soir 10e du Tour de France, au nez et à la barbe de Ben O'Connor. Alors, dans le débrief de cette étape, je vais bien sûr rendre hommage à Caden-Groves, mais avant ça, je veux avoir un petit mot pour Jordan Gégat. Jordan Gégat, aujourd'hui, il est parti à l'avant, alors qu'il était ce matin 11e du général, et que théoriquement, il aurait pu se dire « je reste au chaud, de toute façon, si je vais à l'avant, sûr et certain, Jayco et Ben O'Connor vont rouler derrière moi pour défendre le top 10 ». Oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Jayco a roulé derrière lui, Ben O'Connor a roulé derrière lui. Pour ça, pour avoir attaqué en début d'étape, il s'est quand même bien fait pourrir par ses compagnons de fuite qui étaient très inquiets de l'évolution de l'échappée, parce qu'ils pensaient très naturellement que le peloton allait revenir sur eux avec la présence de Jordan Gégat, et ben non. Il a insisté, il a dit à tout le monde dans l'échappée, mais fermez vos bouches en fait, si je veux être dans l'échappée, je le fais, j'y vais, regardez de toute façon, je roule. Le mec a quand même bataillé pendant près de 70 km pour se retrouver dans ce groupe d'échappée, et il a résisté, enfin déjà physiquement, il a réussi à se mettre à l'avant dans un groupe de costauds. Ensuite, il a résisté mentalement à tous les mecs qui sont venus l'emmerder pour lui dire « Gars, ça serait bien que tu retournes à l'arrière parce que nous, on a nos intérêts à défendre ». Il a insisté, il s'est retrouvé... Franchement, à un moment donné, il était un petit peu seul contre le reste du monde. Il a insisté et au final, qui a raison au soir de cette avant-dernière étape du Tour de France? C'est Jordan Gégat. Ce soir, le mec termine 10e du Tour de France parce qu'il aura insisté jusqu'au dernier jour pour aller gratter une place dans les 10. Et ce bonhomme, il faut qu'on en parle un petit peu, il a 26 ans, il est passé pro sur le tard, je crois que c'est sa 2e année professionnelle dans les rangs de Total. Avant ça, il était au CIC U Nantes Atlantique. Et honnêtement, peut-être que l'année prochaine, très certainement, sa 10e place du Tour aura été oubliée par la plupart des suiveurs, mais l'attitude qu'il aura montrée aujourd'hui et l'attitude qu'il aura montrée pendant près de 3 semaines sur le Tour de France, cette espèce de rage, cette volonté d'aller toujours de l'avant, de regarder qui est le mec devant lui au classement général pour essayer d'aller toujours chercher une place plus haut dans le classement, bah ouais, cette envie de regarder toujours vers l'avant et pas derrière et de pas être en défense, eh ben c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour continuer à progresser. Jordan Gégat, en l'espace de 2 ans, il a fait des progrès phénoménaux. Et quand je vois l'attitude qu'il aura eue sur ce Tour de France et l'attitude qu'il aura eue aujourd'hui,
Contre eux, j'ai envie de dire vents et marées, parce que quand vous voyez l'attitude d'un Simone Velasco à son endroit, franchement, il aurait pu plier la tête à ce moment-là et retourner dans le peloton. Eh ben non, il s'est accroché, et putain, l'histoire lui a donné raison. Pardon pour le gros mot. Donc, bravo Jordan Gégat, bravo pour le mental, l'attitude, le non-renoncement contre tout le monde. Et franchement, j'ai très hâte de voir la suite de carrière de ce gars-là, parce que la mentalité qu'il a, je suis convaincu que ça va l'amener encore plus haut dans les années à venir. Donc, bravo, et 10e place méritée, même si Ben O'Connor, on va pas se mentir, l'a mérité tout autant. Voilà, c'est comme ça. Ben O'Connor a eu son étape, Jordan Gégat devrait avoir, c'est pas terminé, mais devrait avoir son top 10. Ok, deuxième mot au terme de cette étape, il faut qu'on rende hommage à Cadengrove. Il faut qu'on parle de son Tour de France, parce que ce gars-là était un petit peu barré chez Alpecin par Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. Bien souvent, c'était le sprinter de rechange qu'on alignait ou sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne, et on laissait le Tour de France à Van Der Poel et à Philipsen. Cadengrove a cherché à convaincre son encadrement. C'est arrivé pour cette année, on lui a dit « Ok, tu peux venir sur le Tour de France, mais tu bosseras pour Philipsen, et peut-être aussi dans une moindre mesure pour Van Der Poel. En revanche, tu fais le Tour d'Italie à bloc pour nous. » Une étape sur le Tour d'Italie cette année, même s'il ne marchait pas très fort. Ça suivait quand même 3 victoires d'étape sur le dernier Tour d'Espagne. Il est arrivé sur le Tour de France, il a fait le boulot pour Philipsen sur la première étape. Philipsen a pris étape et maillot jaune. Ensuite, Van Der Poel a claqué la deuxième étape. Philipsen s'est retiré sur l'accident au sprint intermédiaire de la troisième étape. Van Der Poel s'est retiré pour pneumonie au matin de l'étape du Ventoux. Bref, à aucun moment Cadengrove ne devait pouvoir jouer sa carte personnelle sur le Tour de France. Il a pris les devants. Sur une étape de baroudeur, pas sur une étape de sprinter, il s'est porté à l'avant de la course. Et bon sang, aujourd'hui, il a été physiquement incroyable. Alors, c'était à la base une étape pour puncher, mais il faut reconnaître que c'est une étape, avant-dernière étape du Tour de France, qui s'est jouée plus à la fraîcheur qu'aux qualités de puncher ou de rouleur. Et à ce jeu-là, il faut reconnaître que Cadengrove est quand même incroyable. C'est un sprinter qui grimpe très bien, qui grimpe bien. Et sur les deuxième et troisième semaines du Tour de France, ce gars-là aura fait Gruppetto tous les jours. Et comme c'est un bon grimpeur, eh bien, il aura gardé pas mal de jus, là où tout le monde aura cramé peut-être plus de jus que lui. Et aujourd'hui, sur une étape où la fraîcheur jouait davantage que sur les qualités intrinsèques de punch et de rouleur, eh ben Cadengrove a su faire la différence sur des adversaires qui, franchement, sont quand même monstrueux. Le punch de Romain Grégoire, techniquement, c'est bien supérieur à celui de Cadengrove. Tim Wellens et Jorgenson, intrinsèquement, sur ce type de parcours, on est quand même d'accord pour dire que c'est au-dessus de Cadengrove. Bah non, le mec a appuyé sur les pédales, a impressionné tout le monde dans les différentes côtes du parcours. Dans le final, là encore, la technique, ça joue, c'est un sprinter. On l'aura vu derrière sur la première étape où il avait esquivé une sacrée chute de Ben O'Connor, justement. Eh ben, il n'est pas allé au sol, là où Romain Grégoire et Ivan Romeo sont allés à la faute. Et puis derrière, il a profité de la petite bisbille entre Frank Vandenbroek et Jake Stewart pour s'envoler. Et après, c'est juste la force de la cuisse qui a parlé dans les 16 derniers kilomètres. Incroyable étape de Cadengrove. Et il s'impose, franchement, dans un registre où on l'avait jamais vu auparavant. Alors, à la fin de cette journée, mine de rien, c'est quand même la 10e étape en grand tour pour Cadengrove, qui a 26 ans seulement. 7 étapes sur la Vuelta, 2 sur le Tour d'Italie, maintenant 1 sur le Tour de France. Bravo, franchement, il m'épate. C'est un coureur incroyable. Je pense que dans les années à venir, il sera encore barré par la présence d'un Philipsen ou d'un Mathieu Van Der Poel, sauf s'il est capable d'élever son niveau dans les sprints massifs. Mais il a prouvé aujourd'hui qu'il pouvait briller d'une autre manière que dans les sprints. Et waouh, les lignes de palmarès qu'il a à 26 ans, c'est quand même impressionnant. Impressionnant. 26 ans, tu t'es imposé sur les 3 grands tours, tu as déjà 10 victoires d'étape en grand tour. Incroyable Cadengrove, victoire plus que méritée. Et finalement, Alpecin aura très bien fait de l'aligner sur le Tour de France. Les circonstances de course auront fait que l'Australien ait pu s'exprimer aujourd'hui, il le fait avec brio. Ah, franchement, bravo. Bravo Cadengrove. Bien, et dernier mot sur ce débrief, j'aimerais revenir sur un petit fait de course aujourd'hui qui n'aura pas eu énormément d'impact, je pense, sur la victoire d'étape, quoique. À 35 bornes de l'arrivée, il y a eu scission dans le groupe de chasse derrière Harry Sweeney, et qui se sont enterrés, derrière comme des... J'allais dire comme des bleus, ouais, comme des benets un petit peu
Tim Wellens et Matteo Jorgensen. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? J'ai quand même l'impression que ce mouvement de course de Tim Wellens et Matteo Jorgensen, c'est un avis personnel, hein, que j'ai l'impression que cette petite bisbille qu'ont eu les deux, c'est juste parce que l'un est chez UAE et l'autre chez Visma. Et c'est mon troisième point de ce débrief. Franchement, quand on regarde la fin d'étape de Wellens et Jorgensen, physiquement, ils étaient parmi les meilleurs de cette échappée et ils se sont éliminés, je pense, pour une lutte d'ego entre les équipes Visma et UAE. Alors, c'est un avis très lointain de ma part, hein, depuis ma chaise, depuis mon petit écran. Je ne vis pas dans le microcosme du cyclisme, je ne suis pas, bien évidemment, dans les bus et dans les hôtels d'UAE et Visma. Mais aujourd'hui, quelle attitude bizarre est de Tim Wellens et de Matteo Jorgensen. Et je trouve que ça répond quand même d'un enchaînement de choses qu'on aurait vu tout au long de ce Tour de France, et peut-être même tout au long des derniers Tours de France que nous avons eus ces 5 dernières années. Je pense qu'il y a vraiment un désamour, je ne vais pas dire profond, mais assez visible entre Visma et UAE. Visma qui aura donné l'impression, pour certains d'entre vous, et je ne suis pas loin de partager votre avis, Visma qui aura donné l'impression de priver à certains moments Tadej Pogačar de victoire d'étape sur ce Tour de France, à partir du moment où ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus gagner le Tour. Un peu l'impression aussi que Pogačar, je pense qu'il prétend certainement le contraire, mais je pense qu'il n'a pas bien vécu en carrière de s'être fait gifler à 2 reprises par Vingegaard sur les Tours de France 2022 et 2023. Si on prend encore l'exemple de l'étape d'hier où Vingegaard aura sucé la roue de Pogačar dans toute l'ascension de la Plagne, si on prend en compte les déclarations de Grisha Nirman, le DS de Visma, qui n'arrête pas de dire « nous avons un plan pour battre Pogačar », Visma qui donne l'impression des fois de rouler juste pour emmerder Pogačar, comme sur l'étape à Vire-Normandie où ils ont roulé pour qu'il puisse conserver son maillot jaune. Enfin bref, c'est une impression que ça me donne. Je trouve qu'aujourd'hui, le cas de Jorgensen et Wellens n'est pas un cas isolé. Je trouve qu'il y a vraiment une lutte des nerfs et aussi peut-être une guerre d'ego entre ces 2 très grandes équipes. 2 très grandes équipes qui matraquent quand même le Tour de France depuis près de 5 ans maintenant. Même depuis près de 6 ans maintenant dans le cas de Tadej Pogačar. Aujourd'hui, Jorgensen, Wellens, vraiment, je trouve que ça aurait été un point de détail, mais qui marque peut-être vraiment une lutte beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer entre Visma et UAE. Bref, vous me donnez votre avis en commentaire, mais Wellens, Jorgensen se sont enterrés sur une journée où les 2 coureurs auraient pu, je pense, disputer la victoire d'étape s'ils ne s'étaient pas perdus à 35 km de l'arrivée. Je pense qu'ils avaient vraiment les jambes quand on voit leur finale et comment ils sont allés à 2 chercher tous les autres. Quand on voit leur finale, ouais, je pense que ces 2 gars-là avaient les jambes pour s'imposer aujourd'hui. Bon, tant pis pour eux, tant mieux pour Caden Groves. Bien, demain, dernière étape du Tour de France, et après le chrono de Nice l'an dernier, nous avons encore du nouveau pour terminer le Tour de France. Pas d'étape plan-plan pour terminer ces 3 semaines de course. On aura du Champs-Élysées, bien sûr, mais attention, les JO ont convaincu l'an dernier, et les cyclistes professionnels vont faire leur retour dans la butte de Montmartre. Alors, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en l'état, mais avec 3 ascensions de la butte de Montmartre, dont un sommet à 6 km de l'arrivée, je pense qu'on ne va pas avoir une arrivée massive demain. Mais d'avis que ça devrait être trop dur pour Milan et pour Merlier, mais d'avis que Tadej Pogačar pourrait être tenté de placer une petite accélération, mais d'avis également qu'on devrait avoir une explication en petit comité sur la ligne d'arrivée demain et que la journée pourrait profiter au sprinter puncher. Dans ces conditions, j'ai pointé 3 noms. Caden Groves, Wout van Aert et Arnaud Delis. Bon, Delis, on l'aura vu aujourd'hui, est malade en cette fin de Tour de France. Donc si je dois cocher 2 favoris pour l'étape de demain, je dirais ou Caden Groves ou Wout van Aert. Mais encore une fois, je n'ai aucune idée précise de ce qui va se passer demain. Donc ça, je vous avoue, ça suffit pour m'enjailler. Bien évidemment, on s'en reparle demain. Pogačar est en route pour son 4e Tour de France, maillot à pois en prime. Lipovic a désormais fait le trou sur Only pour le maillot blanc et la 3e place de ce Tour de France. Même chose pour Milan quant au vert. Reste un dernier point à gérer pour les récompenses, qui pour le titre de super combatif. Alors pour moi, ça devrait se jouer entre 3 gars. Jonas Abrahamsen, Quinn Simmons
et Ben Illy. C'est mon avis, je pense que c'est un de ces 3 gars-là qui mérite le titre de super combatif. Si vous avez un autre nom en tête, bien sûr, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Si je vais un petit peu plus loin dans l'exercice, Abrahamsen et Ben Illy ont déjà eu leur étape sur ce Tour de France, donc je trouverais assez légitime et plutôt sympa que Quinn Simmons reparte avec ce titre de super combatif, d'autant que ce serait hyper mérité. On l'aura vu à l'attaque, on l'aura vu au boulot pour son leader Jonathan Milan tout au long de ces 3 semaines. Ouais, je pense que Quinn Simmons, il a une bonne gueule de super combatif du Tour de France 2025. Allez, je vous dis à demain pour la clôture de ce Tour de France 2025. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!